Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on vous parlait des super-héros de l'écurie Marvel. Des super-héros qui, généralement, œuvrent pour le bien. Aujourd'hui, on oublie la morale, place à la noirceur, au sang et aux larmes. On débute une toute nouvelle collection de 4 épisodes consacrée à Breaking Bad. À mes côtés, pour analyser cette série culte sous toutes ses coutures, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Aujourd'hui, on vous parle de Breaking Bad, donc une série résumée par Vince Gilligan, son créateur, en une phrase. Au départ, c'est Monsieur Tout-le-Monde, et puis il se transforme en Scarface. Ce Monsieur Tout-le-Monde, c'est Walter White, un banal prof de chimie qui enseigne dans un lycée public d'Albuquerque. Walter a du mal à boucler ses fins de mois au point qu'il a pris un job d'appoint. Il travaille dans une station de lavage auto après ses cours, mais juste après ses 50 ans, tout bascule. Walter apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Pour payer son traitement et laisser assez d'argent à sa famille quand il mourra, il se lance dans la fabrication de méthamphétamine. Peu à peu, le père de famille bien rangé se métamorphose en véritable baron de la drogue. Cette transformation, elle s'opère sur 62 épisodes répartis sur 5 saisons. Le tout premier est diffusé le 20 janvier 2008 sur AMC, une chaîne américaine pas encore très connue pour ses séries à l'époque. En France, c'est Arte qui diffuse Breaking Bad pour la première fois en octobre 2009. Les audiences ne sont pas exceptionnelles, mais elles progressent chaque année. Aux États-Unis, elles passent de 1,2 à 6,3 millions de spectateurs en moyenne en l'espace de 5 ans. Le tout dernier épisode, diffusé le 29 septembre 2013, pulvérisera le record de la série avec 10,3 millions de téléspectateurs américains rassemblés devant leur écran. Et ce succès auprès du grand public, il est confirmé du côté de la critique. Au total, Breaking Bad est nommé pour 238 récompenses à travers le monde et en remporte 152. Parmi elles, 12 Emmy Awards et 2 Golden Globes, pour ne citer que les plus connus. Bryan Cranston, qui incarne Walter White à l'écran, décroche à lui tout seul 13 prix pour son rôle. Mais qu'est-ce qui fait le succès de cette série ? Est-ce qu'elle mérite le titre de meilleure série de tous les temps que certains lui attribuent ? Pendant ces 4 épisodes, on va revenir en détail sur tout ce qui fait le sel de Breaking Bad et on commence tout de suite avec le générique. Un générique donc très court qui a été composé par Dave Porter. Stéphane, Rafik, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça nous évoque surtout que le fait qu'il est effectivement très court. C'est même pas, c'est un demi-motif en fait qu'on entend, qui est d'une inspiration très blues. Donc d'emblée le caractère, on va dire polar, on va dire sudiste, et western. Et du coup, de fait, effectivement, ça peut évoquer le western, mais je pense que ça a beaucoup plus à voir avec le western moderne, en fait, les polars des 70s, etc., ou les trucs que Walter Hill pouvait faire quand il faisait des extrêmes préjudices et autres, même si la musique n'est pas tout à fait la même. Non, mais c'est vrai qu'il y a une influence de Ray Cooder, quoi. Oui, tout à fait. Sentir, voilà. Donc ça pose effectivement des bases qui sont d'autant plus intéressantes qu'au départ la série devait pas se passer là où elle se passe au Nouveau-Mexique. Donc là, il est évident que la géographie a impacté le style musical. Ceci dit, la musique dans la série, elle est comment dire, elle est jamais vraiment mise en avant en tant que underscore. Ce qui est mis en avant, c'est souvent plutôt des chansons qui sont utilisées à titre d'illustration psychologique, on va dire. Voire même un épisode qui débute par un vidéoclip d'une chanson à la gloire de Walter White. Voilà, il y a un département. Enfin, Dave Porter, il a été récompensé pour sa musique, etc. Parce que c'est un collaborateur très étroit de Vince Gilligan, et d'ailleurs il a fait aussi Better Call Saul. Et également le score de El Camino. Voilà.
Il bosse, on le aussi sur The Blacklist avec James Spader. Absolument. Et puis aussi sur The Disaster Artist. Voilà, tout à fait. Qui est un des rares films hollywoodiens long métrage qu'il ait pu faire. Mais c'est plus une musique, je dirais, d'ambiance, qui souligne de toute façon les motivations des personnages. Elle est narrative, mais elle n'est pas extrêmement thématique. En fait, il n'y a pas un thème associé à un personnage qui reviendrait régulièrement, ou même un motif ou un leitmotiv. Donc voilà. Ce qui est plus intéressant, je trouve, dans le générique, donc c'est son caractère effectivement très court, le fait que on ait juste le nom de Vince Gilligan qui soit posé, et bien sûr l'évocation chimiste de ce générique, puisque donc les lettres qui forment le mot Breaking Bad, voilà, sont il y a le tableau périodique des éléments duquel se détachent en fait le bromine et le barium. Qui vont faire les BR de Breaking Bad, et ça c'est une note d'intention aussi de comment la série va procéder, puisque la chimie elle est au cœur de cette série. Il s'agit en fait de réactions chimiques entre personnages, c'est-à-dire en gros des personnages qui portent chacun qui sont des éléments fondamentaux du tableau périodique des éléments, et qui dans leurs interactions, si tu les mets un petit peu à chauffer, vont donner une explosion qui est le récit lui-même, quoi. Effectivement, c'est vrai que la chimie a une symbolique très très forte dans la série. D'ailleurs, au tout début, Walter dit à ses élèves: la chimie est l'étude de la matière, mais je préfère la voir comme l'étude du changement. Et ça illustre bien tout ce que le propos de la série va servir par la suite. Tu parlais des deux lettres qu'on voit dans le générique, BR et BA. Donc le brome, c'est une matière qu'on utilise, enfin un élément qu'on utilise pour les retardateurs de flammes. Alors que le BA, le barium, entre dans la composition des feux d'artifice. Oui. Donc deux éléments très opposés, contradictoires. Et c'est pas les seuls éléments chimiques qu'on voit dans le générique, puisqu'on voit aussi apparaître une formule C10H15N, deux éléments qui représentent la formule de la méthamphétamine. D'accord. On s'en serait un petit peu douté. Voilà. Et puis autre référence à la chimie parmi toutes celles qu'il peut y avoir disséminées un petit peu partout. Là, c'est pour le tout dernier épisode de la dernière saison. Il est intitulé Felina, l'anagramme de finale. Oui. Mais il renvoie aussi aux éléments du fer, du lithium et du sodium qui symbolisent dans la série le sang, la méthamphétamine et les larmes. Donc à nouveau, beaucoup de symbolique. Et puis, la série compte 62 épisodes. Or, le 62e élément du tableau périodique, c'est le samarium qui est utilisé pour traiter les cancers et plus particulièrement le cancer du poumon. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment prévu 62 épisodes exprès ou est-ce que ça a été un petit peu arrangé par la suite dans la manière de raconter la série? Ça, je l'ignore, mais en tout cas... Sur Felina, il me semble que ça avait été contredit par le fait que ces trois éléments ne rentraient pas dans la composition de la formule de Walter White, parce que c'était au départ ce qui avait été évoqué par les fans. Ce que tu viens de nous dire, par contre, concernant les éléments pris séparément est plus intéressant. Est-ce qu'ils y ont pensé? Moi, je pense pas a priori. Et puis surtout, le nombre d'épisodes n'était pas prévu au départ. Donc voilà. Maintenant, effectivement, dans la construction de l'épisode et puis surtout avec le jeu avec les fans qui se sont constitués au fil des saisons, a fait qu'ils ont certainement donné du grain à moudre. Donc voilà. Mais Felina, c'était aussi parce qu'il y a une chanson dans le film, dans l'épisode qui est portée par le personnage et qui sera la dernière chanson qu'il chante, désolé pour le spoil. On passe direct à la saison 5. Et qui traite de l'histoire d'un homme qui justement a été abusé par cette femme incroyablement séduisante et dangereuse qui s'appelle Felina, sous-entendu la féline. Oui, alors on reviendra sur le tout dernier épisode, sur la fin, dans le 4e épisode de cette collection. Mais avant ça, on va parler un petit peu de l'histoire dans son ensemble, et notamment du parallèle qu'on peut faire entre l'histoire de Walter White et les tragédies grecques, les tragédies antiques. Hey, Rafik, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça, quoi? Oui, c'est un personnage tragique, Walter White, parce que comment dire, la tragédie, elle se définit par le fait que en tout cas, c'est ma définition. C'est pas forcément la définition académique. Que l'idée que le personnage va au devant de son destin et que rien au fond
ne le fera échapper à ce qui lui est destiné. Et bien que le public passe son temps à lui dire non, ne le fais pas, il va faire tous les choix qui finalement vont le mener. Et même dans les moments où il tentera de s'extraire de ce parcours, de ce destin, en fait, un autre choix inconscient le fera retourner dans cette direction-là. Donc il y a un côté inéluctable dans la tragédie qui fait que depuis le début, enfin le récit commence par l'annonce de la mort à venir de ce personnage. Donc c'est finalement pas une surprise. Oui, il y a un côté Titanic. On sait comment ça va se terminer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sauf que moi je trouve que justement, et là j'ai pas envie de forcément encore une fois sauter jusqu'à la saison 5, mais c'était pas évident pour moi en fait à la fin de la saison 5 qu'il soit mort. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment un de ces trucs où bon, après on en parlera après, mais moi le vrai élément mythologique que je verrais surtout dans Breaking Bad, c'est le western en fait. C'est assez évident, ça devait se passer en Californie à la base. Oui. Voilà, là c'est le Nouveau-Mexique, c'est assez évident qu'il utilise tout. Comment dire, évidemment il y a le côté Scarface, il y a le côté tout ça, et je pense que cette série elle s'inscrit dans comment dire la mythologie des gangsters, mais le western est tellement présent visuellement et surtout effectivement dans la réaction de certains personnages. Enfin, je vois Hank par exemple, c'est clairement un gunslinger quoi. C'est-à-dire c'est un type qui parle avec son flingue quoi. Et donc du coup c'est plus en fait c'est marrant parce que j'entends effectivement parler de tragédie grecque, de tragédie shakespearienne. Je crois que c'est Anthony Hopkins qui avait carrément découvert la série, qui avait envoyé une lettre à et t'as envie de leur dire c'est bien les gars, super, pas de problème, mais c'est quand même un putain de western, faut en parler de ça. Et ça me semble tellement évident que j'ai l'impression que du coup, c'est pas le truc qui est mis le plus en avant, quoi. Mais le fait est que tous les genres, y compris la tragédie, rentrent dans le cadre du western, parce que le western, je suis d'accord avec toi. Par son décor, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que voilà, c'est pas seulement par son décor, hein, par plein de motifs en fait. Mais c'est un certain type d'enjeu, mais dans un décor bien précis, une période bien précise. Mais l'avantage du western par rapport à d'autres genres, c'est que justement tu peux y faire rentrer absolument tous les récits. Et on a eu des westerns tragiques à la pelletée et je suis totalement d'accord avec toi. On fait partie. Oui. Mais c'est vrai que je pense que c'est l'attrait principal de la série en vrai. C'est-à-dire que je suis pas sûr que la plupart des fans, par ceux qui veulent vraiment beaucoup analyser, se disent que c'est forcément une tragédie grecque. Surtout que même si effectivement, par exemple, tu parlais du clip tout à l'heure à la gloire de Walter White, bah c'est un choral en fait. On voit que les mecs sont en train de raconter en fait la légende de Walter White. Mais c'est tellement ancré dans dans une logique de western justement, puisque c'est des mariachis qui chantent le truc, etc., que en fait moi je suis désolé, mais je vois vraiment cet élément en premier lieu avant tout le reste quoi. Mais comme quoi il y a peut-être une question de grille de lecture aussi, parce que pour ma part totalement. Je m'y connais mieux en tragédie antique qu'en western, et c'est vrai que le personnage de Walt qui inspire à la fois la crainte et la pitié, qui est innocent mais qui se laisse emporter par son orgueil, qui est dans la démesure la plus totale, ça c'est quand même des motifs qu'on retrouve dans les tragédies, que ça soit les personnages de Shakespeare ou la tragédie grecque. Je ne dis pas que c'est pas une tragédie. Et le côté je veux prendre la place du roi, je veux être le roi de la drogue à la place du roi de la drogue, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des pièces de Shakespeare. Certes. Mais non, mais en fait, encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est pas là. Je dis juste que c'est un mélange de ces genres, peut-être, parce qu'on peut aussi retrouver du polar, par exemple. Pour moi, c'est totalement à la base j'ai envie de dire un western moderne, mais c'est un polar effectivement. Si on part sur cette logique-là, le décorum là pour le coup, on le transforme en western. Mais comment dire, moi je pense qu'il y a une influence assez majeure en premier lieu dans Breaking Bad qui je trouve, elle est tellement évidente que presque j'ai l'impression que Gilligan l'a jamais vraiment ouvertement cité dans les interviews ou ce genre de choses, mais c'est Quentin Tarantino. Il me semble que c'est pas pour rien qu'il y ait des personnages comme Danny Trejo, qu'il y ait des acteurs comme Robert Foster, et puis en fait un type de mise en scène issu du cinéma indépendant des années 90, c'est-à-dire vraiment en fait cette façon de ce qui pourrait être problématique, hein, c'est-à-dire que Tarantino représente le meilleur de ce cinéma-là, de cette émergence en tout cas, le pire pouvant être tous ces films qui sont totalement oubliés depuis et qui ont été produits par les frangins Weinstein et ce genre de choses qui sont vraiment des trucs de Sundance, voilà. Et
Et cette façon, quand je parle de Tarantino, il n'y a pas que ce qui est l'évidence, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement des personnages éventuellement, les mêmes références de cinéma des années 70, etc., etc. Mais il y a aussi en fait cette façon de présenter des éléments dont tu te demandes ce qu'ils viennent faire là et qui vont finalement avoir leur importance dans le cadre d'une série. C'est-à-dire que cette idée de montrer des images en fait, on parlait du générique tout à l'heure, il est très court, mais moi je pense qu'en fait c'est son importance. Enfin, le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un leitmotiv presque pavlovien en fait, vraiment, ce qui est le propre en général d'un générique de série. Mais c'est vraiment ce truc, c'est allez, en fait on va direct, ça y est, c'est Breaking Bad, vous le savez, ça dure 20 secondes. Et toi, t'es en train de te frotter les mains, tu te dis, bon, allez, en fait, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter cette fois-là et qu'est-ce que je vais pouvoir enfin découvrir? Parce que toute l'idée comment dire, du début de la série, de chaque nouvelle saison, c'est-à-dire, c'est de te montrer une image clé qui est progressivement révélée et qui, comment dire, à un moment donné, te paraît complètement hors de propos vis-à-vis de ce que la série est censée raconter. Et en fait, tout fait sens vers la fin de la saison. Quand tu as assemblé toutes les pièces du puzzle. Voilà, ce qui est une espèce de flash forward, flashback, flash forward en fait, qui pour moi me semble être une référence ouverte à Il était une fois dans l'Ouest en fait, même si et qui est là aussi pour perdre un peu le spectateur, c'est-à-dire pour lui faire anticiper des choses qui n'auront pas lieu. Je pense à celui de la deuxième saison qui suit l'œil d'un nounours qui baigne dans une piscine. Donc effectivement, cette image, elle parcourt toute la saison, et en fait, au bout d'un moment, vu les éléments narratifs qui sont mis en place, le spectateur s'attend à ce que la famille de Walter White soit touchée. Puisqu'on finit par comprendre que c'est sa piscine. Voilà, donc il y a un nounours, il vient d'avoir sa gamine, donc bon, on se doute que quelque chose de tragique va se passer avec un des enfants, mais en fait c'est une fausse piste. La résolution nous montrera d'où vient ce nounours, d'une autre tragédie, mais en tout cas pas celle-ci directement. Et c'est en ça pour moi qu'en fait il y a une vraie efficacité narrative là-dedans, c'est-à-dire qu'en gros ce n'est pas qu'une affaîtrerie de gars qui a évolué dans sa carrière avec en s'inspirant du cinéma indépendant justement, c'est-à-dire que dans ses meilleurs moments il utilise ça comme effectivement quelque chose de constitutif du récit quoi, et ça aurait pu, et ça l'est des fois, être un prétexte pour tomber dans certains travers, à mon sens, de la série, quoi. Alors, il y a un autre cinéaste qui moi, m'apparaissait comme une influence quand j'ai découvert la première saison, qui, il se trouve, a réalisé ensuite un épisode, mais je sais pas si c'est la raison pour laquelle il a été engagé, c'est John Dahl. Puisqu'en fait, qui s'est spécialisé dans le polar dans les années 80-90. Le néo-film noir. Le néo-film noir, dont certains ont tendance très, très, très western, d'ailleurs, et toujours des tragédies pour le coup, et notamment je pense à Red Rock West avec Nicolas Cage. C'est Red Rock West, et puis il avait fait avec Val Kilmer Kill Me Again. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je trouve qu'il y a un truc visuel qui me rappelait un peu John Dahl, et il se trouve qu'il a réalisé un épisode et c'est un des comment dire cinéastes émergents aussi de cette nouvelle vague indépendante dont je parlais en fait, même s'il a un petit peu précédé pour le coup Tarantino de quelques années quoi. Mais voilà, je pense que ça fait partie des comment dire des références, des plaisirs aussi qu'on peut trouver dans la série clairement. Mais bon, on va probablement parler des personnages, des acteurs, etc., etc. Et après, l'autre truc, c'est que moi j'aimerais quand même un peu. Enfin, on a parlé de la chimie, on a parlé de ce que pointe Walter White du doigt au début, en fait, dans ce qu'est la chimie pour lui. Et je pense que c'est assez fondamental parce que c'est une manière ce qui m'a vraiment accroché dans la série, en tout cas vraiment dans les 2 premières saisons. Après, je trouve qu'on retombait un petit peu justement dans l'idée que c'est entre guillemets le nouveau Scarface, ce qui me semble pas être forcément le truc le plus intéressant de la série. C'est que c'est un personnage en fait qui va utiliser la chimie pour s'imposer. Et c'est-à-dire qu'en gros, pour lui, en fait, fabriquer de la meth, c'est facile. Et il fait la meilleure, en fait, du marché parce que, justement, en fait, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il s'est jamais dit qu'il allait utiliser ce savoir pour ça. Mais dès qu'il le fait, comme c'est quelqu'un de très intelligent, brillant, mais qui se limite, en fait, qui s'est proprement limité dans sa vie,
Et c'est pour ça qu'il l'a raté, en fait, au moment où on le découvre pour la première fois. Il crée ce truc-là, mais en même temps, il le crée aussi, par exemple, quand il s'agit d'aller, voir un gang, en fait, qui veut lui voler sa formule, etc., etc. En fait, il y va avec une pastille, quoi, en gros, et il leur dit, si vous, si vous me laissez pas partir, en fait, en gros, si vous me foutez pas la paix, je vais tous vous faire sauter, quoi. Et en fait, il utilise tous ces petits trucs-là pour se sortir de ces histoires-là. C'est pas d'un seul coup, c'est pas le personnage qui va sortir un flingue comme Hank, c'est pas, donc c'est très spécifique à ça. C'est ses compétences en chimie qui lui permettent de s'en sortir. Exactement. Et du coup, c'est là où je me disais, vraiment, déjà, ça donne un personnage différent, c'est-à-dire intéressant. Et l'autre point, c'est que et là, je pense que peut-être on va en parler dans les épisodes où on parlera des personnages et ce genre de choses, mais ce qui est, je trouve important, en fait, dans la série, c'est que la première réaction chimique, la vraie première réaction chimique de la série, c'est Walter et son cancer. Et c'est le cancer, en fait, qui va le mettre dans une direction et qui va le pousser, en fait, d'un seul coup voilà. Donc le changement est là, en fait, il est amorcé par cet élément disruptif, en fait, dans son physique, quoi. Voilà. Qui vient précipiter cette réaction-là, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que la tagline de la saison 1, c'est « Change the equation », changer l'équation. Et ce récit, il est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement quand on dépeint un père de famille avec des enfants, avec une épouse. On voit toujours ce personnage un peu sympathique. En plus, on y reviendra dans l'épisode 3, mais on parlera plus en détail de Bryan Cranston qui auparavant jouait le père dans la série Malcolm. Mais donc là, Vince Gilligan disait en interview: j'ai abandonné plein d'idées, j'ai changé d'avis plusieurs fois au contact des scénaristes, des acteurs et des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé, mais j'ai tenu bon pendant plus de 6 ans sur l'idée centrale de la série, prendre le gentil et le transformer en méchant. Et c'est vraiment ce parcours qui est, c'est pas simplement transformer le gentil en méchant, c'est le transformer en un personnage tellement monstrueux qu'au départ, on s'y est attaché, on a de l'empathie pour lui, pour ce pauvre gars qui découvre qu'il est malade, qui va pas s'en sortir de toute façon, qui a manifestement plutôt raté sa vie, et donc on s'attache à lui et on a envie au départ qu'il réussisse. On a envie qu'il arrive à créer de la meth, il arrive à payer ses factures d'hôpital, etc. Et puis en fait, ça devient au fil des saisons un personnage tellement horrible que on en vient. Enfin, moi, j'en suis venue à avoir des sentiments très négatifs envers lui. Et je trouve que c'est un vrai tour de force parce que c'est rare que une série me fasse changer à ce point-là de point de vue sur un personnage principal. Alors cette idée du changement, elle est effectivement au cœur du projet. En fait, plus spécifiquement, il citait 2 films. Il disait c'est transformer Mr. Chips en Scarface. Alors Mr. Chips, c'est pas très connu en France. C'est un film de Sam Wood de la fin des années 30 qui mettait en scène un professeur extrêmement timide et timoré, voilà, qui est basiquement le Walter White qu'on découvre au début. Et c'est voilà, Goodbye Mr. Chips a même fait l'objet d'un remake, etc. Bon, c'est un truc qui est très connu aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant au niveau du changement, c'est que Vince Gilligan faisait remarquer en interview qu'avant cette époque-là, l'idée d'une série télé à succès, c'était justement de ne jamais changer les personnages, de rappeler que Bart Simpson, il a toujours 8 ans depuis 30 ans, parce qu'on n'invite pas chez soi quelqu'un qu'on ne connaît pas, et que si un personnage qui change, ben en fait, il peut faire peur au public. Et là, tu nous en donnes la preuve. En fait, finalement, si toi-même, au bout d'un moment, tu t'es dit, est-ce que j'ai envie finalement de continuer à l'inviter chez moi, s'il devient vraiment si horrible que ça. Exactement. Et ce qui est très important, très intéressant, c'est que ça renverse aussi le positionnement qu'on peut avoir par rapport à d'autres personnages de la série. Parce que certains personnages qu'au départ on peut trouver agaçants puisqu'ils se mettent en travers du chemin de Walt, je pense à sa femme Skyler, à Hank, son beau-frère, et ben sur la fin, sur les dernières saisons, ils m'apparaissent tout de suite beaucoup plus sympathiques. Mais moi, je pense qu'il y a... Pardon, vas-y, tu voulais... Oui, non, mais c'était intéressant parce que donc d'emblée, le pitch indique que ce personnage
est amené à changer, puisque celui qu'on nous a présenté dans le premier épisode, on va dire qu'il meurt très vite, il a besoin de mourir, ce Walter White qui pète un plomb devant son patron, là, en lui montrant sa quéquette ou je sais pas quoi, enfin voilà, il est pathétique, on pourra pas durer avec ce personnage-là, donc on prépare le spectateur, comme tu l'as fait remarquer, on a envie qu'il réussisse son entreprise criminelle, on a envie qu'il s'endurcisse. Et c'est bien ce qui va se produire sous nos yeux jusqu'à un moment où on va dire non, stop, là, arrête, t'es en train d'aller un peu loin, ouais. C'est pas une façon d'envoyer un message aussi aux spectateurs de be careful what you wish for. Oui, bien sûr. Faites attention. Très clairement. Mais ça, c'est toutes les séries de ce qu'on appelle le troisième âge d'or de la télévision, elles ont très clairement surfé sur ce type de personnage. Enfin, l'idée de Tony Soprano et la raison pour laquelle il a été si important, c'est que c'était la première fois que le héros d'une série accomplissait un meurtre de sang-froid. Sur en plus un personnage qu'on ne connaissait même pas, on savait même pas pourquoi on devait le tuer, quoi, sous nos yeux, et c'était un risque gigantesque qui a été pris. Et Walter White s'est vraiment inscrit dans cette continuité qui est suivie par, comment il s'appelle, le psycho-killer, le tueur en série. Aidez-moi s'il vous plaît. Lequel? de la série du tueur en série. Ah, Dexter. Merci. Non, mais il y a Dexter, il y a évidemment dans The Shield, c'est la même chose, c'est-à-dire que le personnage de Vic McKee, c'est un personnage que tu détestes dès la fin de enfin tu détestes, mais en même temps il est hyper charismatique dès la fin du premier épisode parce qu'il commet un meurtre de sang-froid aussi. Voilà, il tue un flic, quoi, alors qu'il est flic. Et en fait, en gros, c'est un truc où d'un seul coup les rapports de personnages changent entre les saisons et tu commences à le prendre en empathie parce qu'il crée des situations où il y a sa fille est autiste, etc., etc. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça, effectivement, d'écriture. Moi, par exemple, dans Breaking Bad, le point intéressant, c'est que il est introduit, c'est-à-dire on lui présente la forme, enfin le crime, quoi, en fait, par cet ancien élève qu'il a, qui est Jesse Pinkman, qui est un petit raté, un petit loser, mais qui est pas méchant en fait à la base. Mais c'est lui le criminel à la base. Et tu te le présentes comme un mec qui en a un peu rien à foutre de rien, pour finalement en fait être révélé comme quelqu'un qui est beaucoup plus pur que lui. En fait, c'est-à-dire qu'il est vraiment et au contact de Walter White. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand Walter White le pousse à commettre encore plus de crimes, c'était la direction qu'il prenait, ce personnage-là, Jesse Pinkman, en fait, lui-même se révèle être une meilleure personne, ce qui n'est pas le cas de Walter White. Donc en fait, il y a une vraie opposition, et moi j'arrive pas, enfin, c'est-à-dire apparemment c'est un personnage qui devait mourir assez vite, ou disparaître assez vite en tout cas. À la fin de la saison 1, il devait disparaître, être tué au cours d'un deal. Voilà, échange de cam. Et ça me paraît tellement inconcevable en fait que c'est pas tant que le personnage m'intéresse plus que ça en fait. Jesse Pinkman, c'est vraiment la dynamique entre les deux qui est intéressante et c'est ça qui rend encore une fois, je pense que le personnage de Walter White, c'est vraiment comme le disait Rafik, en fait toutes les réactions chimiques entre les gens, en fait entre tous les personnages qui le transforment en fait et qui le rendent lui fascinant toxique à suivre en fait et oui, toxique, mais aussi quelque part en fait vous dites ouais, à la fin est-ce que j'avais vraiment envie de le voir réussir, mais j'avais quand même un peu envie de le voir réussir même à la fin. C'est-à-dire que c'est le principe des séries justement, c'est-à-dire que tu peux t'attacher, genre t'as cité les Sopranos, Raph. Le truc avec les Sopranos, c'est que c'est un mec comment dire enfin dans la vraie vie c'est un mec détestable, tu veux pas t'en approcher. Mais en fait, en vrai, quand tu le regardes, tu te dis il y a quelque chose d'assez fascinant avec lui. À l'inverse de Breaking Bad, les Sopranos te promettaient un personnage qui cherche à sortir de sa condition criminelle, qui se soigne même pour essayer de savoir finalement d'où lui vient cette violence. Là où Walter White fait clairement le chemin inverse, puisqu'il va plonger avec délectation dans cette violence qu'il a refoulée toute sa vie. C'est un principe de récit aussi, c'est-à-dire c'est un personnage qui veut sortir de sa condition. Donc oui, c'est après moi je trouve ça assez je sais pas si on parle de la série de manière générale là, mais disons que je trouve que ça fonctionne très très bien sur les 3 premières saisons. Et après moi je dirais que le problème que j'ai avec Breaking Bad, c'est que c'est une série qui commence à prendre conscience de son importance et ça s'en ressent un peu dans l'écriture, je trouve. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup, on se retrouve avec beaucoup de circonvolutions. C'est-à-dire que le côté Scarface, il est appuyé, par exemple, par la présence d'un acteur comme Steven Bauer. En fait, tu sens que, de toute évidence, il serait pas allé chercher Al Pacino. Mais bon, Steven Bauer, c'était le truc à côté, c'était le deuxième choix pour jouer un baron de la drogue. Et d'un seul coup, c'est des références qui sont presque trop écrasante, je trouve, en fait, pour ce qu'était la promesse de la série initiale.
Et d'un seul coup, il y a beaucoup trop de circonstances. T'as l'impression qu'ils se sentent obligés d'avoir des circonventions scénaristiques en fait pour arriver, tout en maintenant certains principes assez vraiment, intéressants. Moi, par exemple, le personnage de Hank, j'aime beaucoup le fait que c'est un personnage qui est montré comme un macho, un alpha mâle, etc., qui, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner, se retrouve à avoir des crises d'angoisse tout seul dans l'ascenseur, et c'est ce qui le rend hyper attachant, parce que jusque-là, tu te dis, c'est quoi ce gros beauf c'est une façade, ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai que le personnage de Hank, typiquement, au départ, moi je le trouvais extrêmement agaçant, antipathique au possible. Et puis en fait, à la fin, j'avais énormément de sympathie pour lui, et j'étais super triste quand il est mort. Et puis la façon dont il meurt, c'est juste, c'est très très, c'est pour le coup, c'est vraiment injuste. Il y a une vraie injustice en fait là-dedans, et c'est ça qui est fort, quoi. Il y a aussi le fait qu'ils servent de, parce qu'encore une fois, dans le principe chimique de l'écriture de la série, ces personnages servent de révélateurs les uns sur les autres, en fait. Et du coup, Hank, il sert de révélateur à l'absence de virilité de Walter dans les premières saisons, parce que je pense pas j'ai pas le souvenir que la télévision avant ait humilié sexuellement un personnage principal de cette façon-là, parce qu'il y a une scène terrible où sa femme lui fait une branlette tout en jouant à un jeu vidéo sur son Non, elle fait des enchères sur eBay, je crois. Ouais, c'était un truc comme ça. Et la scène, elle est d'un pathétique total. Enfin, le personnage est émasculé, mais au dernier point dans ces épisodes-là. Et du coup, Hank, c'est la caricature de l'alpha mâle du sud de l'Amérique, quoi. Mais on peut pas faire plus que ça, quoi. Comment dire, et il juge Walter. Même lui, il l'humilie d'entrée de jeu avec le, je crois, il lui donne son flingue, et il lui dit, mais on dirait un clown avec son arme, ou je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais. Donc il est là pour mettre en valeur tout ce que Walter White n'est pas, et qui va d'ailleurs se révéler. Va justement, encore une fois, toute cette violence virile, contenue, refoulée, etc. Alors, toute cette évolution des personnages, on va reparler un petit peu de symbolique, on l'aperçoit tout au long de la série aussi à travers les couleurs. Est-ce que vous en êtes rendu compte ? Déjà dans l'utilisation du vert sur le générique, mais donne-nous quelques précisions. Alors il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites sur le sujet, et ça a été confirmé par Gilligan. Chaque tenue des personnages a été pensée minutieusement pour chaque épisode et reflète son état d'esprit du moment. Donc il y a des couleurs récurrentes. Le jaune sera toujours associé à la drogue, à la meth. Et effectivement, quand ils sont en train de préparer, de cuisiner leur meth, ils ont des combinaisons jaunes. Mais c'est pas le seul élément, en fait. Gus Fring, le grand méchant, a toujours une chemise jaune également. Le logo des Pollos Hermanos, les magasins, les restaurants qu'il tient sont jaunes aussi. De la même manière, le rose symbolise l'innocence et la tragédie. Et alors, Jesse s'appelle Pinkman, l'homme rose, et effectivement, il symbolise d'une certaine manière cette innocence volée, ou en tout cas sur laquelle Walt va avoir un impact. Le nounours qu'on aperçoit dans la piscine dans l'épisode qu'on citait aussi, c'est un nounours rose. Sur un fond noir et blanc. Oui, sur un fond noir et blanc. Le bleu est synonyme de pureté et d'innocence. Alors, la meth est bleue et elle est très pure, à 99,999%. Et Skyler, la femme de Walt, est habillée en bleu dans la plupart des épisodes. Quand elle est au travail, en tout cas, à la maison. Dans les premières saisons, tant qu'elle n'est pas au courant de l'activité de son mari. D'accord. Et on va voir qu'au fil des dernières saisons, sa garde-robe devient de plus en plus sombre. Parce que elle-même commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là. Et le personnage de Walter White, blanc, commence la série, les premières saisons, avec des vêtements clairs, du vert, du beige, du blanc, et va s'habiller avec des couleurs de plus en plus sombres jusqu'au dernier épisode. Alors, si vous cherchez couleur Breaking Bad sur Google Images, vous trouverez des gens qui ont pris le temps de tout analyser, de découper ça en jolies tranches, et c'est assez parlant. C'est vraiment très intéressant. Il y a cette idée aussi avec la meth bleue, là je reviens là-dessus, qui est, je trouve, assez intéressante d'un point de vue scénaristique, parce que c'est ce qui permet en fait de la faire connaître.
C'est-à-dire, c'est juste le fait qu'elle soit différente à la base, c'est pas le fait qu'elle soit meilleure. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que ça énerve un peu Walter, justement, parce que il sait que c'est la meilleure, en fait, et que c'est presque un élément marketing. Ça devient un élément marketing, et du coup, j'ai trouvé ça plutôt bien vu, parce que ça touche sur son ego, en fait, et c'est assez, c'était assez pertinent et en même temps cohérent, parce que effectivement, sur le marché, qu'est-ce qui pourrait différencier vraiment, la mettre des autres, ça serait la qualité, mais en vrai, c'est le fait qu'elle soit visuellement différente, quoi. Effectivement, c'est quand même la plus pure de toutes celles qu'on trouve c'est sur le aussi marché. pour ça qu'elle marche. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça fait partie des éléments en fait reconnaissables en fait de la série aussi, quoi. Tout à fait. Et on y reviendra dans les épisodes qui viennent. Je crois qu'on y voit plus clair maintenant du côté de la narration, du côté de l'histoire que Breaking Bad raconte et la façon dont elle le raconte. On va pouvoir s'intéresser d'un peu plus près aux personnages. On va revenir sur les personnages principaux, bien sûr, Walter, Jesse, Skyler, sa femme, mais on parlera aussi des nombreux personnages secondaires qui ont marqué les esprits. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Breaking Bad. D'ici là, portez-vous bien.